Moque, c'est beau, cette petite chanson. Impression de marcher sur du coton. La beauté, quel est le sens de la beauté? Quelle est sa signification? Est-ce que ça doit avoir une signification? Ça, c'est la vraie question qui est posée. L'art qui s'explique, l'art qui se justifie, on va le voir, elle sort complètement de son créneau et généralement elle va dans le mur. Expliquer une œuvre d'art, comme on demande beaucoup trop souvent à le faire dans nos sociétés dans lesquelles, par exemple, vous avez des émissions qui mettent en scène une personne qui produit une œuvre et qui va devoir en expliquer non seulement le contenu, mais les raisons du contenu à des chroniqueurs qui vont se permettre de juger si ces raisons ou si ces motifs sont valides. Oui. Eh bien, c'est une société qui met l'art en gros danger. L'art ne s'explique pas, y compris par ceux qui l'ont produit. Il y a quelque chose qui dépasse l'explication et encore plus la justification. Le problème de la justification, c'est quand votre explication doit devenir légitime aux yeux des autres. Et vous avez des personnes actuellement qui se croient obligées pour des raisons de marketing, de passer par exemple aux émissions de Ruquier, dans lesquelles on va devoir justifier ses choix artistiques parce qu'ils vont devoir être rendus légitimes par un ensemble de personnes qui agissent en termes de tribunal du beau, du juste et du vrai. Or, le beau, le juste et le vrai ne se côtoient pas de la même façon. Une belle plaidoirie, c'est effectivement une manière d'essayer de mettre en avant le juste, même si on utilise quelque chose de beau, une belle façon de parler, ce n'est pas du beau au sens plein du terme. La beauté, la recherche de la beauté, comme dans la poésie par exemple, eh bien c'est quelque chose qui ne doit pas s'expliquer, c'est quelque chose qui va atteindre une manière non pas de juger, mais de ressentir. Et quand on ressent, on ne peut pas être disqualifié dans ce qu'on ressent sur le plan émotionnel. On dit l'émotion se dit, ne se contredit pas. Sur le domaine artistique, c'est un socle essentiel. Ce que je ressens face à une belle œuvre, soit face à un beau paysage, je n'ai pas à le justifier. C'est juste quelque chose que je ressens. Ça va me rendre joyeux, triste, ça va me faire peur. Ça va me mettre en colère, ça va créer chez moi une émotion. Chez l'être humain, ces émotions, elles vont être réfléchies. Ça va donc créer des états d'âme. C'est le propre de l'œuvre artistique, de stimuler des états d'âme qui peuvent éventuellement devenir des sentiments. Et on se retrouve dans une construction affective qui n'est pas uniquement du domaine cognitif de la raison. C'est pour ça que cette tendance qu'on a actuellement, d'une part, à demander à des artistes de s'expliquer à propos de ce qu'ils viennent de produire, ou cette tendance qu'on a à utiliser partout des tribunaux médiatiques, puisque l'espace réel, mais aussi l'espace virtuel, j'ai une production, je la propose sur des réseaux sociaux, je vais voir des gens qui vont se permettre de liker, de disliker, etc., de légitimer ou de non légitimer ce que j'ai simplement fait comme proposition esthétique. Une proposition esthétique n'a pas à être ni qualifiée ni disqualifiée, elle est suivie ou pas, tout simplement. Et donc elle ne s'impose pas. On l'a vu, les sociétés totalitaires imposent une démarche artistique, les sociétés libres proposent des émotions artistiques disponibles au plus grand nombre. D'accord. Et que penses-tu de la phrase de Philippe Catherine qui dit « Attends, je suis content de faire une interview parce que je comprends enfin ce que j'ai voulu faire ». Alors, là, effectivement, utilisez l'autre comme miroir de ce que je fais. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que vous avez éprouvé, vous, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce que je viens de faire, de façon à rendre intelligible ce qui est à l'origine une intuition ou une impulsion artistique. C'est pas une construction artistique, d'ailleurs, on le sait. Les humoristes, par exemple, d'une certaine manière aussi, manient une forme d'art. Lorsqu'ils comprennent les arcanes des phénomènes créent le comique, deviennent très mauvais, parce qu'ils utilisent à ce moment-là des ficelles, alors que lorsqu'ils sont dans l'intuition, on l'a dit bien avant moi, vouloir comprendre les mécanismes du rire, c'est comme disséquer une grenouille. On sait une chose, c'est qu'à la fin, la grenouille est morte. Et bien, c'est vrai pour l'art aussi. Si on veut disséquer ce qui ferait actuellement une œuvre, par exemple, a priori, de façon à la construire, on va passer à côté. Donc, il faut laisser les artistes produire. Leur production après, certains peuvent être amusés ou intéressés par l'idée d'y trouver un sens en vérifiant quelle signification ça a pu avoir pour ceux qui ont été amenés à partager l'émotion artistique. Et là, la phrase de Philippe Catherine est super intéressante. Ça peut être effectivement tout à fait agréable d'entendre comment les autres mettent leur intellect à la disposition de l'œuvre.
c'est-à-dire essaye de la comprendre. Et les critiques servent à ça. Les critiques ne sont pas des artistes, ce sont des gens qui décortiquent simplement l'œuvre. Ils doivent rester à leur place d'ailleurs. Ils ne sont pas là pour légitimer ou illégitimer ou pour dire c'est bien, c'est mal. Ils sont là pour tenter de décortiquer. Et quand l'artiste observe l'œuvre des critiques, il peut y jeter un regard amusé. Le problème, c'est qu'actuellement, les artistes ont tendance à jeter sur les critiques un regard apeuré. Parce que le critique devient plus puissant que l'artiste, de la même façon que dans les émissions, le présentateur devient plus populaire que la personne dont il présente l'œuvre. Et donc vous avez un réceptacle médiatique et un réceptacle critique qui prend plus d'ampleur que le réceptacle artistique. Ça, c'est un peu dangereux. Il faut laisser les artistes produire et dans des espaces dans lesquels ils ne se sentent pas obligés de justifier ou d'expliquer ce qu'ils font. D'accord. Ils ne peuvent pas parler alors? Ils peuvent parler, mais s'ils expliquent ce qu'ils font, Oui. Ils seront moins efficaces que s'ils expriment ce qu'ils ressentent en l'ayant fait. D'accord. Et au niveau, est-ce qu'il y a une œuvre particulière à laquelle tu penses, comme ça, voilà, que tu as apprécié récemment? Alors, j'apprécie énormément le Caravage. C'est mon peintre culte, par exemple. Et effectivement, on peut m'expliquer que le Caravage avait tendance à peindre des personnes vraies, parce que les pieds qu'il peint sont les pieds sales de pauvres, et que la Vierge a les pieds sales ou un ventre ballonné si c'est celui d'une femme qui est noyée. Cet éclat de réalité, le fait de le savoir, va me permettre de comprendre l'émotion artistique que je ressens en voyant des personnages mis dans des postures divines, mais qui restent des personnages profondément humains. Donc c'est le sacré qui rencontre finalement l'humain de manière très intime. C'est un spectacle que personnellement je trouve terriblement attirant, mais même sans l'avoir compris, l'attirance aurait pu exister. Avec la petite leçon d'histoire que j'ai reçue en comprenant maintenant pourquoi le Caravage est le Caravage, pourquoi ces personnages sont ces personnages-là, en comprenant par exemple l'homosexualité du Caravage, on a des indices qui nous permettent de légitimer à nos propres yeux les raisons pour lesquelles on a été embarqué par une émotion artistique. Et donc c'est pas du tout inutile d'aller chercher, et il y a une forme de jubilation, comme c'est pas inutile pour un artiste d'écouter ce qu'on dit de son œuvre et même de l'expliquer lui-même avec ses propres mots. Mais c'est pas ça qui va faire l'émotion artistique. L'émotion artistique n'est jamais que première par rapport à ce qui sera une construction qui permettra de concevoir pourquoi elle s'est manifestée. Moque, c'est beau, cette petite chanson. Impression de marcher sur du coton. Est-ce de l'arpège ou bien du demi-ton? Moque, c'est beau, moque, c'est beau.